Je suis heureuse d'être ici parmi vous pour parler d'un enjeu qui non seulement est très important pour la gestion des commotions cérébrales, mais en général pour les athlètes. Donc, nous allons débuter. Que savons-nous sur la santé mentale des athlètes? Premièrement, nous savons que les athlètes en développement ont toutes sortes de pressions à la tête. Ils ont Et cela les met en danger pour plusieurs dangers. Nous savons aussi qu'approximativement 50 des athlètes de haute performance sont confrontés à un certain type de problème de santé mentale au cours de leur carrière. Et ici, un autre 50 ou approximativement, auront des critères d'anxiété clinique ou de dépression. Je pense que l'impact sur la santé mentale des athlètes est clair. Alors, on sait que les athlètes ont des problèmes de santé mentale et ils font face à cela, il y a des incidences néfastes. Alors, ça peut prendre justement de se retirer des compétitions, alors de se retirer des tournois ou de vraiment de lutter avec ce problème de santé mentale tout seul. Alors, lorsqu'on parle ou on envisage la santé mentale, il est important de faire quelques distinctions. Lorsqu'on parle de la santé mentale, on parle de le bien-être général d'une personne. Il comprend la manière dont ils pensent, qu'ils se régulent leurs émotions et se comportent. Lorsqu'on parle des troubles de santé mentale, on parle des perturbations cliniques de la santé mentale. Alors, je crois que c'est important de faire cette distinction entre la santé mentale et la performance sportive. Alors maintenant, on va parler de l'intersectionnalité entre la santé mentale et une commotion cérébrale. Alors, en premier lieu, lorsqu'on pense à notre liste des symptômes de commotion cérébrale, on est tous au courant et c'est assez large comme inventaire. Ça couvre plusieurs champs. Ça comprend, par exemple, la capacité d'un athlète de penser, de réguler leurs émotions, des perturbations dans leur sommeil, entre autres. Alors, on sait que ces symptômes ne sont pas uniques ou spécifiques à des commotions cérébrales. En effet, il y a toute une autre panoplie de conditions qui peut justement imiter ces symptômes. Alors, c'est important de comprendre ce chevauchement entre les symptômes d'une commotion cérébrale et des symptômes de troubles de santé mentale. Alors, vraiment, pour comprendre la manière ou l'éventail, voici une diapo. Alors, voici qu'est-ce que nous avons fait. On a en collaboration en Boston, Maine et New Hampshire, on est en train de faire un suivi des athlètes secondaires avec une cohorte à peu près de 65 000. Et qu'est-ce que nous avons fait? Alors, on a examiné ces athlètes secondaires qui semblaient avoir des troubles d'anxiété dans la pré-saison. Alors, lorsqu'on parle de la pré-saison, c'est juste avant qu'ils commencent leur sport. Alors, avec ces athlètes qui ont eu des taux d'anxiété plus élevés pendant la pré-saison, on voulait voir quel était leur inventaire de symptômes à utiliser des mesures on utilise tous et toutes. Alors, ça, c'était, depuis l'impact très semblable, alors vous pouvez faire cela avec l'inventaire de symptômes psychiatres. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est fort à 800. Lorsqu'on a examiné ces athlètes avaient des taux d'anxiété élevés dans la pré-saison, à peu près de 5 des 8 athlètes répondaient à des grands candidates pour des symptômes de post-commotion. Alors, ça, c'est dans l'absence d'une commotion. Lorsqu'on a regardé les groupes qui décortiquaient les femmes et les hommes, il n'y avait pas de différence. Alors, on avait justement que 8 de 10 de ces athlètes de haute anxiété semblait qu'ils avaient un syndrome de commotion cérébrale, même s'il n'y avait pas une commotion présente.
Et on a posé la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un historique qui est en train d'avoir une influence sur les symptômes? Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un contrôle pour un historique de commotion. On a éliminé tous les athlètes qui avaient un historique de commotion et le chiffre s'est maintenu. Alors, 8 de 10 jeunes répondaient aux critères du syndrome post-commotion de CIM-10, contrairement à 2 sur 10 sans anxiété. Alors ça vraiment met en lumière comme quelque chose comme l'anxiété peut avoir une influence sur la présentation des symptômes dans une absence d'une commotion. Ça nous rend notre travail beaucoup plus difficile parce que cela veut dire ça va être plus difficile de faire un suivi des symptômes et à quel moment les athlètes peuvent retourner au sport. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est la prochaine étape. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est on va faire un suivi de cet athlète pendant une période de temps et de voir si on est capable d'identifier ceux ou celles qui ont subi une blessure, qui ont subi une commotion cérébrale et par la suite voir quel était leur profil de symptômes, dépendant que si ils avaient la haute anxiété ou s'il y avait une anxiété plus basse. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est les athlètes atteints d'une anxiété plus élevée avaient des symptômes plus élevés en général. Ils avaient plus de symptômes à la base de référence avant d'être blessés et ils avaient des symptômes plus importants suite à la blessure. Comparé à ce groupe qui aussi, ils ont subi des commotions, mais il n'y avait pas cette anxiété préexistante. Qu'est-ce qui est fort intéressant de cette étude, c'est par la suite, on a fait un contrôle des symptômes qui pourraient être associés à l'anxiété. On a les éliminer parce qu'on sait que les symptômes des commotions sont identiques au système qu'on pourrait voir dans une personne qui atteint l'anxiété. Et qu'est-ce que nous avons vu lorsqu'on est en train de faire un contrôle pour les symptômes d'anxiété, on est capable de voir que cet athlète ou ce groupe d'athlètes qui est atteint d'anxiété est en train de signaler des symptômes plus importants, plus graves. Alors, ils subissent des symptômes plus importants et plus graves. Alors, lorsqu'on regarde leur profil de symptômes, d'accord, voici le groupe de haut anxiété peut-être est différent, parfois le profil de symptômes est unique, mais qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que les athlètes qui ont une haute anxiété vont signaler le même symptôme traditionnel qu'on pourrait s'attendre pour une population d'athlètes qui ont subi une commotion sans anxiété. Alors, ils sont en train de signaler un plus haut niveau. Alors, ça la rend plus difficile. Non seulement c'est que cela veut dire que de comprendre la santé mentale est importante au début, à la base, mais ça veut dire aussi que ça pourrait altérer notre manière de suivre les symptômes suite à une commotion. Et en effet, il y a toute une panoplie de littérature disponible qui est en train de démontrer que si un athlète a des symptômes euh, qui sont beaucoup plus graves et aigus, ça va ça va prendre plus de temps pour se rétablir. Et pour avoir un bon prix des raisons pour lesquelles il pourrait avoir des gravités de symptômes plus élevées. Ça pourrait peut-être, c'est parce qu'ils ont subi une blessure plus élevée. Est-ce que c'est possible que le contexte auquel ils ont subi la blessure ou les forces qu'ils ont vécues étaient plus aigu et cela amenait plus de gravité, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des symptômes qui pourraient influencer la présentation des symptômes. Alors, je vais juste envoyer des éléments de preuve en matière de santé mentale qui sont fort clairs, la manière dont l'anxiété pourrait influencer cela. Alors, je suis certaine que vous êtes en train de vous poser la question suivante, que faire? Alors, on sait que la santé mentale a une incidence sur la présentation des symptômes à la base et suite à une blessure. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, je crois que la première étape, c'est la meilleure identification et d'identifier les athlètes qui sont à risque
à risque des enjeux de santé mentale avant une blessure. Alors, je ne veux pas rentrer toutes les différents outils de dépistage qui sont disponibles. Je sais qu'il y a des initiatives fort uniques qui sont en cours présentement, puis je sais qu'il y a un autre intervenant ou intervenante qui abordera ce sujet plus tard. Mais qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'identification de ces symptômes peut être aussi facile lorsque de regarder votre inventaire de SCA5. Alors maintenant, c'est vraiment identifier que vous pouvez utiliser certains sous-groupes de symptômes pour identifier ceux qui pourraient être pré-existants. La prochaine étape, c'est les interventions. Alors, nous avons des excellentes interventions qui sont fort efficaces pour améliorer la santé mentale. Alors, si on est capable de rendre cela accessible et disponible aux athlètes avant une blessure, on peut améliorer les résultats d'une commotion cérébrale ou suite à une blessure, on peut améliorer le rétablissement. Et pour terminer, je pense que c'est vraiment l'importance de l'intégration d'équipes multidisciplinaires au sein des organisations sportives. Je sais que plusieurs organisations sportives sont déjà en train de faire cela de différentes manières, mais aussi je suis en train de vous lancer vraiment l'importance d'avoir ces équipes multidisciplinaires pour pouvoir améliorer la gestion des commotions cérébrales. Et ce travail est déjà en cours. Alors, il y a un groupe ici de York University ou d'Ontario Tech qui est en train de travailler avec l'Institut canadien du sport de l'Ontario. Et dans ce type de collaboration, alors qu'est-ce qu'on vise ici vraiment, on est en train de s'axer sur le rendement des athlètes. Alors, ce travail porte plus pour l'identification des talents, le développement des athlètes, mais en utilisant, c'est vraiment le bien-être des athlètes comme précurseur. Alors, mes points à retenir pour aujourd'hui, c'est que les difficultés de santé mentale affectent la présentation des symptômes et c'est la récupération des athlètes, que ce soit avant ou après une commotion cérébrale. Alors, c'est quelque chose qui est présent parmi ces populations. Je crois que l'identification est essentielle et doit faire l'objet d'un suivi continu. Puis si on est capable de le faire tôt, on va pouvoir se centrer sur les interventions qui vont aider les résultats de nos athlètes. Et une manière de faire cela, c'est à travers ces approches multidisciplinaires. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre temps. Je serais ravie de répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. C'était fantastique. C'était une autre fantastique présentation. Alors, ma première question que j'ai pour vous. Alors, une fois que les athlètes à risque ont été identifiés, quelles sont les stratégies que les personnes travaillant directement avec les jeunes athlètes peuvent adopter pour aider à améliorer la santé mentale? Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, ultimement, il y a des interventions qui sont disponibles et idéalement, dans ces circonstances, ces athlètes vont être renvoyés à un travailleur social, un psychologue ou quelqu'un qui est un professionnel pour aider leur santé mentale. Cela étant dit, je comprends que ça, c'est vraiment l'idéal et c'est difficile des fois de pouvoir avoir accès à des services de santé mentale. Alors, une autre approche pourrait être de mettre en place des ressources pour pouvoir faciliter la santé mentale. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est il y a des super ressources qui existent en matière comment pour faire de la méditation, de pouvoir faire la restructuration cognitive. Il y a des applis qui existent, il y a des ressources qui existent en ligne pour pouvoir vous aider à faire cela. Je ne pense pas nécessairement que ces outils en isolement vont être assez pour tout le monde. Je crois que clairement, il y a de l'espace pour avoir un groupe, un atelier, par exemple, au début, lorsque vous pratiquez certaines de ces compétences en sachant qu'ils vont être efficaces pour tout le monde malgré de leur niveau de troubles de santé mentale. Mais ultimement, si ces défis sont importants, on doit avoir un type de pipeline pour permettre les gens d'avoir accès à des soins de santé mentale avec un spécialiste. Alors, je vais
je veux vraiment essayer de souligner l'importance que c'est une approche multidisciplinaire. Ça prend vraiment un village professionnel. On a une autre question pour vous. Alors, est-ce que vous avez une recommandation comment les organisations sportives peuvent établir des liens avec des médecins cliniciens pour informer leur programme? Alors, quelques organisations qui sont déjà présentes, alors qui identifient les psychologues qui se penchent dans le monde du sport. Alors, le groupe des psychologues sportifs, moi, je fais partie de ce groupe. Alors, si vous allez sur leur site web, vous allez avoir une liste de tous les professionnels qui se trouvent dans différents États et provinces qui travaillent dans ce domaine. Alors, une autre option, c'est aller à l'association de psychologues. Alors, chacun a une ordre professionnelle. Chacune, quand je dis chacune, c'est chaque province a une ordre professionnelle psychologue. Alors, ils sont capables de lister tous les professionnels. Alors, vous pouvez vous commencer à mettre en lien avec ces collègues et bâtir ces liens avec ces individus. L'autre élément que je vais lancer ici, alors, il y a des manières donc que vous pouvez commencer à connecter avec des programmes de diplômés de psychologue cliniciens. Alors, par exemple, il y a au sein de votre ville. Alors, ça, c'est vraiment, c'est les générations à venir des psychologues. Alors, en travaillant avec ces programmes de diplômés, il y a plusieurs opportunités pour que ces étudiants cliniciens de faciliter et de bâtir ces types d'interventions au sein de votre organisation. Et je crois que oui, ils sont formés, mais sont hautement compétents et sont accrédités ou certifiés. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir souligné ces renseignements. Je suis certaine que plusieurs sur notre appel aujourd'hui vont aller visiter ces ressources. Alors, je pense qu'il nous reste le temps pour une question. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des outils de dépistage que nous n'avons pas été capables de mentionner dans votre présentation qui pourraient être utiles pour nos auditeurs aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y a il y a beaucoup d'intervenants, bon, on va en parler plus tard dans ce symposium. Alors, vous pouvez utiliser tous les éléments qui touchent sur la santé mentale. Alors, vous pouvez vous mettre en contact. Alors, on est en train de publier un document. Les autres outils qui sont disponibles sont les suivants. Le GAD-7. Alors, c'est une échelle. Vous pouvez faire une recherche Google. Alors, l'autre élément que j'aimerais recommander, THU9, c'est un questionnaire de patients. Ça comprend 9 questions. Et ça, c'est une mesure qui est viable. Et ça, c'est les outils de dépistage que vous pourrez permettre d'identifier différentes ressources. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, encore, j'aimerais vous remercier à tous et toutes. Alors, ça a été fort utile. J'ai appris davantage et j'espère que les auditeurs ont appris davantage aussi. Alors, j'aimerais vous remercier.